La TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, la fin du 38e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. La réunion à Nouakchott en Mauritanie. Le Togo prend désormais la tête du Conseil de paix et de sécurité de l'Union. La participation togolaise à ce sommet, dans cette édition, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, était à Nouakchott. John, dans la Kébou, l'attraction aussi ce soir avec bientôt le projet d'électrification CISO, projet présidentiel, objet de campagne de sensibilisation et d'information animée par les cadres de la localité, John jusqu'ici éclairé au groupe électrogène. 2 épreuves ce matin pour les candidats au BEPC. L'examen a démarré ce mardi. La SVT d'abord, la dictée question ensuite. Ils étaient presque tous à l'appel dans les centres d'écrit. Constat fait un peu partout ce matin. Et puis la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, en appelle à l'accès équitable des partis politiques aux médias d'État. L'institution a discuté des modalités pratiques ce mardi avec les rédacteurs en chef de ces médias officiels et puis avec les chargés de communication des partis politiques. Et voilà, madame, monsieur, le sommaire de cette édition de 20h recalée pour cause de Coupe du Monde avec la prolongation de ce match Colombie-Angleterre. Les Anglais qui se qualifient et donc pour les quarts de finale. Vous l'avez suivi en direct tout à l'heure sur notre antenne. Bienvenue donc à l'édition. Bonsoir à tous. Fin donc du 31e sommet de l'Union africaine à Nouakchott en Mauritanie. Sommet cette année placé sous le thème Vaincre la corruption, une voie durable pour la transformation de l'Afrique. Fait marquant de cette 31e rencontre des chefs d'État et de gouvernement du continent, le Togo désormais à la tête du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Le président de la République, Faure Gnassingbé, a à l'occasion présenté à ses pairs la revue de la situation sécuritaire dans toutes les zones en conflit sur le continent. Retour d'abord sur la cérémonie d'ouverture avec Ramdan Mbassina. À cette 31e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, le président de la République, Faure Gnassingbé, et ses pairs ont abordé plusieurs sujets brûlants de l'heure. La lutte contre la corruption sous toutes ses formes dans l'Union est le thème central de cette rencontre. Il convient de rappeler que ce fléau fait perdre au continent plus de 50 milliards de dollars par an, d'où la nécessité de parvenir à prévenir, détecter et éradiquer la corruption et le blanchiment d'argent dans les pays membres. Et c'est le président Muhammadu Buhari qui est désigné leader de ce combat et qui va devoir fédérer les énergies en ce sens. S'agissant des réformes économiques enclenchées par l'Union africaine, le président de la commission de cette union, Moussa Faki Mahamat, a souligné que les chantiers de l'Union africaine suscitent des espoirs qu'il va devoir traduire en actions concrètes. La mise en place de la zone de libre-échange est un projet ambitieux de l'agenda 2063 de l'Union africaine visant la création d'un grand marché commun avec plus d'1 milliard de consommateurs, ce qui permettra au continent de faire face au protectionnisme et à l'isolationnisme montante. Paul Kagame, président en exercice de l'Union africaine, est revenu longuement sur les crises sociopolitiques qui sapent la paix et la stabilité sur le continent africain. Soudan du Sud, Congo-Kinshasa, Libye, pour ne citer que ces pays-là. L'Union africaine a condamné fermement l'attaque terroriste contre le quartier général du G5 Sahel au Mali. Les chefs d'État et de gouvernement ont émis le vœu de voir le G5 Sahel obtenir des financements nécessaires à sa mise en œuvre efficace. En rappel, cette 31e session a été ouverte par le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz qui accueille pour la première fois le sommet. En marge de la 31e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, le président de la République, Faure Gnassingbé, a eu des rencontres bilatérales avec plusieurs de ses pairs, notamment Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso,
Teodoro Obiangema Mbasogo de la Guinée équatoriale, Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, le Nigérien Mohamedou Issoufou, Idriss Déby du Tchad, Macky Sall du Sénégal. Au menu des discussions, l'important sommet à venir entre la CEDEAO et la CEEAC, un sommet qui portera essentiellement sur les questions de coopération et de sécurité. Et à l'issue de la 38e session ordinaire des chefs d'État de gouvernement de l'Union africaine, je vous le disais, le Togo prend la tête du Conseil de paix et de sécurité et en témoigne donc une fois encore l'engagement du Togo auprès de l'Union africaine dans les opérations de maintien de paix en Afrique. En rappel, le Conseil de paix et de sécurité est l'un des organes de l'Union africaine chargé de la prévention, de la gestion et de la résolution des conflits. Dans l'actualité nationale, bientôt de l'électricité en permanence à Djon village dans la Kébou. Il a été éclairé jusqu'ici au groupe électrogène. Le projet CISO arrive, projet présidentiel qui a fait l'objet de sensibilisation des populations sur place. 6 jours de campagne dans le canton, sujet sur lequel nous reviendrons dans le courant de cette édition. Et à chacun ses besoins, de l'électricité pour Djon, de l'eau potable bientôt pour d'autres localités, Badja dans la Vée, Répé dans le Yoto, Pémé dans les lacs et bien d'autres encore, bientôt équipés de châteaux d'eau. 22 au total sont en construction. Ce mardi, le ministre de l'eau s'est rendu sur certains sites pour apprécier l'état d'avancement des travaux. L'Union européenne finance à plus de 80% la tournée. Augustin Kossi. Badja, dans la préfecture de Lavé, les travaux de réalisation du château d'eau que voici ont été lancés en août dernier. L'ouvrage est en phase d'achèvement et le ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise, Antoine Lekpa Begbeni, est venu pour apprécier ce qui s'y fait. C'est dans le cadre du projet Eau et Assainissement OMD mis en œuvre il y a 5 ans. Non loin de là, dans la préfecture d'Aguenivé, à Détikopé. Ici, des ouvriers rompus à la tâche pour que le château soit livré dans le délai prévu. Et l'entreprise en charge des travaux rassure. Nous avons en tout 12 châteaux d'eau et une grande cuve qui vont de 150 mètres cubes à 800 mètres cubes avec une hauteur de 30 mètres en sous-cuve. À la date d'aujourd'hui, nous sommes quasiment à près de 80%. Nous comptons livrer cette château au plus tard le 31 août 2018. Ça veut dire simplement que avant la fin de l'année, les populations pourront disposer d'eau potable. Le projet Eau et Assainissement OMD est exécuté avec l'appui financier de l'Union européenne. Et le chef de la délégation de cette institution est également venu pour constater l'état d'avancement des travaux. Les travaux sont avancés, qu'il n'y a pas de retard dans l'exécution, mais qu'en même temps on est très soigneux dans la qualité. On est là pour accompagner le gouvernement dans les choix de développement qui sont faits et nous pensons que ce secteur c'est un des secteurs qui est extrêmement important pour le développement et c'est un besoin qu'on ressent des populations. Et on est ravis de faire ce travail ensemble et en même temps d'assumer le partage des responsabilités de toucher les populations qui en ont besoin. La délégation ministérielle s'est successivement rendue à Répé dans le Yoto, Mamissi dans le Vaud et à Pémé dans les lacs pour stimuler à la fois les entreprises et les ouvriers. Et le coordinateur du projet nous édifie sur les objectifs. Le programme a démarré en 2013, donc un peu avant l'échéance des OMD. Donc c'est un vaste programme d'hydraulique semi-urbaine qui est exécuté dans la région maritime. L'objectif central de ce programme est de fournir de l'eau potable à plus de 200 000 personnes résidant dans 28 centres semi-urbains de la région maritime à travers donc la construction de 22 châteaux d'eau. Il y a eu d'abord la réalisation des forages. On a réalisé 31 forages à gros débit et profonds pour s'assurer de la disponibilité de l'eau avant de commencer les châteaux d'eau. Ensuite, il y a eu l'électrification. Les entreprises sont sur la finition des châteaux d'eau. Tout est donc fait prêt pour que d'ici la fin de l'année, l'eau potable soit disponible pour tous, pour soulager les populations.
Le foncier à l'heure de la décentralisation au Togo, quelle gestion de la terre et pour quel développement? Sujet au cœur du débat aujourd'hui à Inades Formation, société civile, magistrats, chefferie traditionnelle, tous apportent leur contribution pour une émergence du secteur, surtout dans la région maritime. Les précisions, Fafa d'Albeda, Prodence Zinsou. Les enjeux de la problématique du foncier au Togo, le sujet d'actualité et nécessite des actions efficaces à divers niveaux pour relever les défis qui se posent. Les pouvoirs publics se préoccupent du sujet et prennent des mesures appropriées pour mieux gérer et réglementer le secteur. Le pays dispose depuis juin dernier d'un nouveau code foncier voté par les députés à l'Assemblée nationale. Les organisations de la société civile de la région maritime s'engagent aussi dans ce processus en apportant leur contribution pour une véritable gouvernance foncière au Togo. Après avoir partagé le contenu du nouveau code foncier domanial et échangé sur la problématique du foncier à l'heure de la décentralisation, ces acteurs de la société civile ont mis en place une plateforme de la stratégie nationale de l'engagement avec des missions bien définies. Une loi, quand elle est votée, elle doit être appliquée. Si elle n'est pas appliquée, ça n'a pas de sens d'exister. Et donc, nous allons suivre le processus de mise en application de cette loi, notamment à travers les tests d'application, donc les décrets, pour qu'on puisse aussi faire en sorte que les communautés s'approprient cette loi-là. Nous avons aussi prévu d'écrire la loi même en français facile, avec des schémas que nous utiliserons pour sensibiliser les communautés dans la région maritime. L'Ordre des magistrats et géomètres du Togo ainsi que la chefferie traditionnelle sont fortement impliqués dans cette dynamique de sensibilisation des populations et de suivi des mesures prévues par le nouveau code foncier, notamment l'accès de la femme à la terre. Le rôle fondamental que la chefferie traditionnelle va jouer à partir de la mise en place de cette plateforme, c'est de voir comment les chefs traditionnels vont s'engager davantage dans la mise en place des mécanismes et surtout des méthodes de sensibilisation de nos communautés pour l'accès de la femme à la terre. Parce qu'il y a beaucoup de nos pratiques qui disposent que la femme n'a pas droit à la terre. C'est une réalité. Et aujourd'hui, nous devons vraiment dépasser justement l'application de ces pratiques traditionnelles qui font beaucoup de tort à la femme. La stratégie nationale de l'engagement repose également sur le plaidoyer auprès des pouvoirs publics pour la sécurisation foncière. Et déjà, le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du cadre de vie salue ce dynamisme des organisations de la société civile et réaffirme sa disponibilité à accompagner cette démarche qui permettra à terme de mieux gérer les problèmes fonciers au Togo. Le foncier sans quoi rien n'est fait aujourd'hui. L'agriculture, par exemple, en dépend intrinsèquement l'agriculture togolaise qui affiche un bilan positif pour la campagne 2017-2018. Nous vous l'annoncions hier, bilan positif avec des performances appréciées. Arrêt justement ce soir sur ces performances notées et relevées. Lucas nous en dit plus ce soir. Le secteur agricole demeure le fondement de l'économie togolaise avec une contribution de 1,7 point de pourcentage à la croissance économique en 2017. Un dynamisme insufflé par la nouvelle politique agricole portée par le gouvernement et orientée vers les agropoles et la transformation. Ainsi, la campagne agricole 2017-2018 est assortie des performances satisfaisantes dans les sous-secteurs de production végétale, animale et halieutique. Elles sont donc dépositaires d'un bilan agricole excédentaire établi par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. La production céréalière, de tubercules et de légumineuses connaît donc une hausse considérable par rapport à la campagne agricole précédente ainsi que les cultures de rente. Les conditions de mise en place de cette campagne ont été marquées notamment par la mobilisation par l'État de 70 000 tonnes d'engrais vivriers, de 1400 tonnes de semences vivrières et de près de 4000 litres de pesticides contre la chenille légionnaire d'automne. Et donc ceci a permis d'avoir une hausse de production de 2,71% pour les céréales, de 3,47% pour les tubercules
et de 2,65% pour les légumineuses. Et donc cela nous permet d'établir à partir de la hausse de la population, des besoins des populations, d'établir que nous avons couvert les besoins en termes d'excédents. Donc nous avons 68 000 tonnes d'excédents de céréales, 640 000 tonnes d'excédents de tubercules et 81 000 tonnes d'excédents de légumineuses au terme de cette campagne agricole. L'aménagement des espaces pour une meilleure maîtrise de l'eau, la mise à la disposition des agriculteurs, des intrants et des semences améliorées. Ce sont là quelques-unes des actions menées pour aboutir à ce résultat. Elles ont contribué à la consolidation des excédents alimentaires et influencent les tendances des prix de la production. Il a été un exercice relevé environ 350 hectares qui ont été aménagés et 125 hectares aménagés en maîtrise totale d'eau, donc sur les périmètres irrigués. Ça, c'est des suppléments de superficie aménagée, donc en complément de ce qui était déjà réalisé. En termes d'intrants, les engrais ont été mis à disposition des producteurs à travers le système Agri-PME qui est novateur et qui fait en sorte que nous faisons le PPP, le partenariat public-privé, où le gouvernement laisse la responsabilité des investisseurs privés de pouvoir couvrir les besoins des producteurs. Pour ce qui concerne les semences, il a été mis autour de 633 tonnes de semences améliorées. Donc tout cela a été accompagné par un paquet de nouvelles technologies que l'Institut togolais de recherche agronomique a mis à disposition, notamment les champs-écoles et les systèmes intensifs de riziculture. Et pour ce qui concerne la filière animale, plusieurs centaines de milliers de petits ruminants ont été vaccinés la 4e fois et un peu plus de 2 millions de volailles ont également bénéficié de vaccination avec des coûts subventionnés par l'État. En plus de cela, des géniteurs ont été introduits dans les différents élevages familiaux à la construction de poulaillers traditionnels améliorés, de bergeries traditionnelles améliorées. Au niveau de la filière halieutique, environ 90 nouvelles fermes piscicoles ont été accompagnées, lesquelles ont bénéficié d'abord de subventions directes de l'État pour améliorer leurs installations d'élevage de poissons, avec des étangs, des cages flottantes. Et ils ont également bénéficié d'un accompagnement technique avec des formations, sans oublier le paquet d'intrants, notamment l'aprovente et les alevins de souches améliorées qui ont été mis à leur disposition. Un peu plus de 600 000 alevins ont été mis à disposition des pisciculteurs à coût très subventionné. Il est à noter également la bonne gestion des ressources halieutiques à travers l'organisation des acteurs qui exploitent directement ces différentes ressources de manière efficace et efficiente. Ces différentes actions ont permis au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage d'atteindre les 80% de la lettre de mission qui lui a été assignée. Un résultat qui a garanti l'obtention des meilleurs bilans alimentaires avec à la clé des excédents céréaliers. Ceci permet d'amorcer la transformation de ces produits pour une plus-value conséquente des productions. Il est 21h12. L'actualité, nous vous l'annoncions en titre aussi tout à l'heure. C'est aussi le début ce mardi de l'examen du BEPC sur toute l'étendue du territoire. 2 épreuves en ce premier jour, la SVT, Sciences de la vie et de la terre, puis la traditionnelle dictée. Son titre cette année, un test de Tchèque Hamidoukan tiré de l'œuvre Aventure ambiguë. Début d'examen constaté dans les différents centres d'écrit. L'on met d'abord avec Ekwesala. Il est 7h45 ce matin quand la délégation du ministère des enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle est arrivée au CGMEP à Képé dans la préfecture d'Avé. Dans ce centre d'écrit, les candidats sont déjà dans les salles et se concentrent sur la première épreuve écrite de l'examen du BEPC. Quelques minutes de conseil à leur endroit et le ministre Palamoué Tchakpele se félicite de l'ambiance en ce premier jour de l'examen. Donc nous sommes venus pour nous assurer que tout se passe bien et c'est le cas. Il s'agit pour nous de lancer un message en direction de l'ensemble des élèves, de l'ensemble des candidats à cet examen, leur dire que qu'ils soient à Lomé, qu'ils soient à Itotuba,
qu'il soit à Machatom ou à Kévé, l'UNIS accorde la même importance à chacun d'entre eux. C'est pour ça que nous avons choisi donc de visiter les centres hors de Lomé. L'année scolaire 2017-2018 a connu des perturbations. Le ministre Tchakpele a salué l'engagement des différents acteurs qui se sont investis en vue de sa réussite. La tenue effective du BEPC donne le ton aux autres examens nationaux. Au total, 118 107 candidats se sont inscrits, dont 52 747 filles, soit 44,66%. Si nous comparons ces chiffres à ceux de l'année dernière, nous pouvons constater que par rapport de manière globale, nous avons très exactement 1361 candidats en plus, ce qui correspond à une légère augmentation de 1,2%. Je voudrais sincèrement dire merci à tous les acteurs et partenaires du secteur éducatif. Les enseignants d'abord, parce que après les difficultés que nous avons connues, lorsque il a été possible de mettre fin à la crise, et chacun, les enseignants ont joué le jeu. Et depuis le 19 avril, comme je le disais tantôt, ils ont repris le travail en s'investissant à fond. Donc à eux et à travers les organisations syndicales, merci. Merci également aux parents d'élèves. Je voudrais également remercier le gouvernement, mes collègues ministres, remercier le chef du gouvernement, le premier ministre, et surtout, je voudrais remercier sincèrement le chef de l'État pour son implication personnelle dans la recherche des solutions à la crise. 3 centres de crise sont pris en compte par cette mission d'inspection. Partout où le ministre Tchakpele s'est rendu, il a exhorté les bonnes dames aux règles d'hygiène en vue de préserver la santé des candidats. En attendant la seconde épreuve, la dite question, certains élèves jettent ici quelques coups d'œil dans leur cahier. Le constat donc dans la région maritime, influence également dans les autres centres de l'intérieur. Ils étaient tous ou presque présents, les candidats ce matin. Constat avec les autorités locales. Reportage à Kara, à Takwame, Sokole, Dapan, Puisio, avec nos bureaux sur place. Ils affrontent la SVT, la science de la vie et de la terre, la toute première épreuve écrite à l'entame de cet examen, le BEPC, brevet d'études du premier cycle. Pour cette session 2018, 22 594 candidats sont inscrits dans les plateaux, dont 8 955 filles réparties dans 62 centres d'écrit. Des centres dont certains ont été sillonnés à Tapamé par la direction régionale de l'éducation. Tout ceci pour constater le démarrage effectif et les dispositions pratiques mises en place pour le bon déroulement du dit examen. Nous avons constaté que les examens ont bien commencé ici à Tapamé. Nous leur avons dit de travailler en toute quiétude. Les examens se déroulent bien dans toute la région des plateaux. Tout comme dans les autres centres d'écrit, tous les candidats sont à la quête du diplôme devant leur permettre d'ouvrir les portes du second cycle du secondaire. Et dans chaque salle où la délégation est passée, un seul mot, la concentration. Tout ceci pour encourager les candidats au travail bien fait. L'année académique 2017-2018 tire vers sa fin. Les examens de fin d'année ont démarré ce mardi 3 juillet 2018 avec le brevet d'études du premier cycle BEPC sur le territoire national. À Sokodé, les autorités de la préfecture de Tchaoudjan et les responsables de l'éducation de la région centrale ont fait le tour de certains établissements de la commune de Sokodé pour constater le démarrage et donner des conseils aux candidats. Le constat, c'est que tout se passe bien. Le temps est clément, doux et nous sommes vraiment rassurés et ça se présente sous de bonnes augures. Nous pensons que l'année va être très bonne. Les effectifs cette année ont un peu chuté de 1,58% par rapport à l'année passée.
Dans la région centrale, 35 centres d'écrit composés de 352 salles accueillent 11 766 candidats, dont 7 052 garçons et 4 714 filles. Le BPC est le deuxième diplôme dans le système éducatif togolais. Des milliers d'élèves composent depuis ce matin, espérant avoir ce précieux sésame. Comme d'habitude, les autorités en charge de l'éducation ont fait le tour des établissements pour prendre le pouls de l'examen. Dans la région de Nakara, 12 575 candidats ont rempli les formalités pour passer l'examen du BPC. Ils sont répartis dans 43 centres d'écrit. Nous avons démarré le BPC dans la région de Nakara et spécialement le lancement a eu lieu au lycée des Montagnes. Et les candidats sont là, les surveillants sont là, tout se passe normalement. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Nous saisissons cette occasion pour remercier les autorités de ce pays qui ont mis tout en œuvre pour que l'année scolaire, qui a connu beaucoup de tumultes, puisse enfin aboutir. 12 575 en 2018 contre 12 554 en 2017. Le nombre de candidats au BPC dans la Kara connaît une légère hausse de 0,16%. C'est au niveau des filles que cette augmentation est notable. De 4 848 en 2017, l'effectif des filles au BPC 2018 est passé à 4 979, ce qui donne 2,63%. Chez les garçons, c'est plutôt une diminution qui se fait ressentir. De 7 706 postulants en 2017, ils sont cette année 7 596 à s'inscrire, soit une régression de 1,44%. Les candidats ont 4 jours pour s'appliquer afin de décrocher le BPC, le ticket qui va leur ouvrir les portes du deuxième cycle du secondaire. Vous êtes la première promotion. Dans la région des Savanes, 12 010 candidats, dont 4 758 filles, au brevet d'études du premier cycle BPC sont répartis dans 30 centres d'écrit dans les 7 préfectures que compte la région. La première épreuve de cet examen, la SVT. À Dapan, tout comme ailleurs, c'est la concentration. Un examen qui ouvre les portes du deuxième cycle du secondaire, le lycée. Les autorités, pour constater l'effectivité de l'écrit, ont fait le déplacement de certains centres d'écrit à Korbongou, à Kantindi et dans la commune de Dapan. C'est le lieu pour nous de dire merci au gouvernement et surtout au chef de l'État pour cette sagesse qui nous a permis de connaître une fin d'année scolaire heureuse. Au niveau de l'organisation, les premiers responsables de l'éducation dans la région des Savanes rassurent. Tout au long de notre tournée, nous avons constaté que tous les élèves, les candidats sont là, sauf quelques absents qu'on aura à identifier les causes. Mais tous les surveillants sont là et je pense que tout est fait prêt pour que nous puissions poursuivre cet examen en beauté. Au moment où l'effectif des garçons a connu une régression de 0,44%, les filles ont augmenté, l'effectif des filles a augmenté de 6,24% en beauté. Parmi les candidats, on retrouve les handicapés visuels, aussi des candidats libres, généralement plus âgés, à la recherche de ce précieux sésame qui leur apportera un plus dans leur vie. À tous, plus de concentration pour se compter parmi les meilleurs. Bonne chance. Tévié, dans la préfecture de Zio, tout comme dans les autres villes du Togo, les candidats inscrits à l'examen du brevet d'études du premier cycle BPC ont répondu présent à ce premier jour du démarrage des épreuves écrites. Et pour s'assurer du bon déroulement de l'examen, le préfet de Zion et le chef de l'inspection de l'enseignement secondaire général ont visité quelques centres d'écrit. Région maritime couvrant donc les 6 préfectures, eh bien, nous avons au total 20 168 candidats. Et ces candidats composent dans 55 centres d'écrit sous la surveillance et la coordination de 1443 examinateurs, sans compter les 13 inspecteurs qui sont les coordonnateurs de tous les centres d'écrit. Nous sommes satisfaits de voir que tous les candidats ont répondu à l'appel. Les dispositions toutes sont prises. Et la surveillance aussi au niveau des professeurs est effective. Et même dans certaines salles,
Les épreuves même ont déjà démarré. Nous ne pourrons que leur souhaiter bonne chance. Cette année, plus de 9000 candidats ont été inscrits à l'examen du BPC dans la préfecture de Zion, dont 47% de filles réparties dans 26 centres d'écrit sous le contrôle de 655 examinateurs. Un centre d'écrit pour les candidats libres est également ouvert dans cette ville. Pour cette première journée, les candidats ont démarré les épreuves avec la SVT, Sciences de la vie et de la terre. Et voilà donc le constat général, bon démarrage donc de l'examen du BPC depuis ce mardi matin dans les différents centres d'écrit visités sur toute l'étendue du territoire. Je vous l'annonçais tout à l'heure, bientôt de l'électricité en permanence à Djon, village dans l'Akébou. Il a été éclairé jusqu'ici au groupe électrogène. Le projet CISO arrive, projet présidentiel qui a fait l'objet de sensibilisation des populations sur place, 6 jours de campagne dans tout le canton. Le récit, Robert Potogui avec Sonia Abediko. Nous sommes dans le canton de Djon, dans la préfecture de l'Akébou, où vit une forte majorité du peuple Akébou du Togo. L'électricité constitue l'un des problèmes majeurs de cette localité. Au cœur du village, un groupe électrogène a été installé depuis 2011 et fournit du courant électrique à 3 villages à des heures alternées. On donne d'habitude l'énergie à partir de 8 h et à 12 h on coupe. Maintenant, à partir de 15 h, on redémarre et à 23 h, on arrête. 3 villages, il y a Ditramé, il y a Kotora et puis Djon. La fourniture du courant par ce groupe électrogène ne comble pas du tout l'attente des populations. À la poissonnerie, Dieu seul suffit, et au centre informatique de même qu'à l'auberge Djon, les activités sont au rythme du groupe électrogène, donc au ralenti en cas de panne technique. Si le groupe ne travaille pas carrément, ce qui veut dire que on doit laisser. Le peu qu'on a, si on a fini de vendre, on doit laisser ça. Ah bon? Oui, parce qu'on ne veut pas vendre sans le courant, ça ne veut pas aller. Ça va gâter. Ah bon? Oui, ça va nous créer des problèmes aussi. Des dettes, un peu pas. Tu vas avoir des dettes. Bon, les gens quittent depuis Kamina, Sirek Benin, Guadagni pour venir faire les photocopies et faire les dépôts ici. Des fois, quand ils arrivent ici, c'est à midi, il n'y a pas le courant. Alors que peut-être la personne veut envoyer quelque chose, les élèves ici, il y a le lycée, les cours primaires, tout ça là ici. Bon, si quelqu'un veut faire les déchets, il n'y a pas le courant. La personne est obligée de ne plus faire. Donc nous sommes en train de prier que le courant vienne chez nous de 24 h sur 24 h. Il y a les commerçants, il y a des boutiquiers, il y a des ferrailleurs, il y a beaucoup de personnes, d'artisans qui travaillent à l'aide de la lumière. Et quand il n'y a pas ça, ils sont bloqués. Toutes ces difficultés relèvent désormais du passé. Fin 2017, le chef de l'État mettait en place le projet d'électrification rurale CISO pour chaque ménage. Les cadres d'Akébou, conduits par le ministre Sessenou, sont en tournée dans la préfecture d'Akébou pour expliquer aux populations la portée du projet CISO. Ils ont été soutenus dans cette démarche par le mouvement des femmes pour unir. Nous sommes venus aussi appuyer les cadres et les députés de la préfecture d'Akébou-Ouawa pour qu'en fait, ils fassent passer leur message de paix et de solidarité entre les Togolais et dire que le Togo doit être construit par nous tous. Vous avez vu, nous sommes une équipe assistée du ministre et c'est nous aussi. C'est comme ça que le Togo doit travailler. C'est comme ça que les Togolais et les Togolaises doivent travailler main dans la main, en s'appuyant les uns les autres, en s'aidant les uns les autres. Le désir, la vision du chef de l'État, c'est de faire en sorte que les populations togolaises, toute la population togolaise, bénéficie de l'électrification. Que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural, chaque Togolais doit avoir la lumière. Il nous appartient d'aller dans les profondeurs pour connecter la population à ce projet afin qu'ils puissent tirer le maximum des intérêts liés à ce projet. Les cadres d'Akébou sont revenus sur l'actualité sociopolitique liée au dialogue en cours et la main tendue du chef de l'État pour mettre fin à cette crise. Le mouvement des femmes pour unir a saisi cette occasion pour reboiser le lycée de Djon avec une trentaine d'espèces de caillasses sénégalensis.
Chaque équipe sportive des 14 villages a bénéficié du matériel sportif. Également dans l'actualité, cette rencontre AC, haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, rédacteur en chef des médias d'État et des chargés de communication des partis politiques, échange sur les modalités pratiques de couverture des activités, l'accès équitable des formations politiques aux médias officiels. Autre sujet évoqué, la protection des journalistes et sur les lieux de reportage. Les précisions avec Luc Assis. L'une des missions dévolues à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC est de veiller au respect de la déontologie en matière d'information, de communication et à l'accès équitable des partis politiques et des associations aux moyens officiels d'information et de communication. C'est à ce titre que l'institution a eu des échanges avec les chargés de communication des partis politiques, légalement constitués et les rédacteurs en chef des médias officiels. Des échanges qui ont porté sur les modalités pratiques de couverture des activités et l'accès équitable des partis politiques aux médias publics et de la sécurité des journalistes sur les lieux des manifestations. Les médias officiels sont ouverts à toutes les formations politiques. La loi fait obligation aux partis politiques 48 heures avant toute manifestation de déposer donc au niveau du ministère de la Communication une demande de couverture médiatique. Donc il appartient aux responsables de communication de rappeler ça aux leaders de ces partis politiques, au président et au secrétaire général de ces partis politiques, pour que d'abord, ils s'acquittent de cette obligation, c'est-à-dire il faut qu'ils déposent la demande pour la couverture, et les médias officiels aussi ont l'obligation absolue, conformément à l'arrêté que nous avons pris en 2014, de s'ouvrir à toutes les formations politiques régulièrement inscrites. Il a été aussi question d'informer ces chargés de communication que les médias publics sont à la disposition de toutes les sensibilités politiques à travers la couverture de leurs activités, et ceci afin de garantir l'expression plurielle des courants de pensée et d'opinion dans la communication écrite et audiovisuelle en matière d'information politique. C'est le lieu de convier, à travers vous, les responsables des partis politiques, à assurer la sécurité des équipes de reportage. Cela passe par la sensibilisation des militants à ne pas s'en prendre aux journalistes et à leur matériel. Dans le cadre de la consolidation de l'état de droit au Togo, je suis persuadé que cette rencontre augure d'une franche collaboration future entre les médias officiels et vos différentes formations politiques afin que vos activités soient couvertes et relayées. Dans le cadre de l'apaisement du pays entrepris par le gouvernement et les acteurs politiques, il est plus urgent que la confiance revienne, afin que tous les Togolais se reconnaissent à travers les programmes et publications des médias de service public. Étant la courroie de transmission entre les partis politiques et les médias, il revient donc aux chargés de communication de prendre les dispositions pour informer les médias de l'organisation des activités de leur parti. Cette rencontre fait suite à la tournée de prise de contact effectuée par la AC dans les médias publics. Quelques communiqués avant de refermer cette édition du souhait, communiqué du ministre de la Défense et des anciens combattants. Les candidats au concours direct d'entrée à l'école de formation des officiers des forces armées togolaises et FOFATS, dont les noms figurent, donc vous pourriez consulter les noms dans le quotidien national de Togo Presse, sont retenus pour les épreuves orales d'admission. Les intéressés sont priés de se présenter à la division formation de l'état-major général des forces armées togolaise à Agouenivé le jeudi 5 juillet 2018 à 7 h, munis de leurs pièces d'identité pour l'entretien avec le jury d'admission. Tous ceux qui ne se présenteront pas à la date indiquée seront considérés comme démissionnaires. Vous pourriez donc consulter les noms dans le quotidien national Togo Presse. Dans le cadre de la redynamisation du secteur de la santé, une démarche sous la forme d'une balance à deux bras est menée par le gouvernement sous la conduite du chef de l'État. L'assainissement de la gestion fondée sur l'approche contractuelle d'une part et la réhabilitation et l'équipement des structures sanitaires
sanitaire d'autre part. C'est ainsi qu'au CHU Sylvanus Olympio, où la contractualisation a été lancée le 24 avril 2018 par le chef de l'État, des travaux de réhabilitation de la morgue vont démarrer le 16 juillet 2018 pour une durée de 3 mois. Pour la célérité des travaux, la morgue du 10 CHU sera fermée à compter du 15 juillet 2018. À cet effet, le ministre de la Santé, de la Protection civile, de la Protection sociale présente ses condoléances aux familles éplorées dont les corps des parents défunts sont encore conservés à la dite morgue et les invite à procéder à leur retrait au plus tard le samedi 14 juillet 2018. Il convie par ailleurs les populations à se référer aux morgues disponibles, notamment celles du CHR Lomé Commune, CHR Thiévier, CHR Atakpamé, CHP Anéron et autres pour d'éventuelles demandes de conservation de corps. Tout en regrettant les désagréments causés, le ministre de la Santé et de la Protection sociale présente une fois encore sa compassion et ses condoléances aux familles éplorées. Enfin, la société CE Production, en collaboration avec le ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique, invite tous ceux qui souhaitent jouer un rôle dans un film international à prendre part au casting qui sera organisé le samedi 7 juillet 2018 à l'auditorium de l'Université de Lomé de 9h à 15h. Conditions à remplir: avoir la passion de devenir acteur, avoir entre 13 et 55 ans, parler couramment le français, parler l'anglais, fournir une photo 5x7. Notez bien, la maîtrise de l'anglais est un atout. Plus d'informations, visitez donc le site web www.kdpro.com. Et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir, particulièrement à John dans la Kébou et comme d'habitude, toujours fidèlement. Belle soirée.